passer ensemble jusqu'à 15 heures. Je vous propose de commencer par me présenter. J'ai préparé ensuite un petit support pour introduire notre échange. On est un certain nombre, mais on n'est pas non plus trop nombreux. Donc je vous propose que je puisse vous faire une petite entrée en matière pendant une quinzaine, vingtaine de minutes et qu'après on puisse avoir un temps d'échange et de questions-réponses, même si l'idée c'est aussi que vous puissiez interagir entre vous. Me présenter, donc pour commencer, je m'appelle Damien Zaversnik, je suis administrateur territorial de métier, donc je suis un collègue de la territoriale. Je travaille aujourd'hui dans l'intercommunalité Est Ensemble en Seine-Saint-Denis où je suis directeur du développement économique. Et surtout, c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Je suis président de l'association L'Accordé, cofondateur, qui est une association qui œuvre pour la diversité sociale dans la fonction publique. Et c'est à ce titre qu'on m'a proposé d'animer l'échange d'aujourd'hui, votre atelier, sur la manière dont les processus RH peuvent contribuer à développer la diversité et à promouvoir l'égalité des chances. Vaste sujet. Je termine cette présentation par dire que je ne suis pas à proprement parler un spécialiste des questions RH. Je ne suis pas des RH en collectivité, même si par mes fonctions et ma formation, je connais quand même bien un certain nombre d'enjeux. Donc j'ai préféré axer le petit propos introductif sur des questions, des réflexions d'ordre général pour vous faire réagir. Donc n'en prenez pas en ombrage si parfois vous avez le sentiment que c'est peut-être un peu brut. C'est bien l'idée de rentrer dans le débat et de susciter la réaction. La dernière chose que je voulais dire, c'est évidemment n'hésitez pas en cours de route, même si du coup, une fois que j'ai fini de prendre la parole en introduction, on aura ce temps d'échange, à poser directement vos questions ou vos réactions dans le fil de conversation. J'essaierai de le regarder un peu au fil de l'eau, mais ça nous servira déjà de matériau pour notre échange. Est-ce que ça vous convient? Sachant que je vois un mur de caméra éteinte, donc j'espère que c'est un oui. Oui. Bon, très bien. Oui. Merci au code d'Armor. Très bien. Donc, je vais vous partager une petite entrée en matière. Voilà, ça arrive. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, j'ai jamais réussi à le mettre en réel plein d'écran sur Teams, donc je vais peut-être le faire comme ça. Donc, l'association L'Accordé, quelques mots simplement pour présenter qui on est et d'où on parle. C'est une association qui a été créée donc il y a maintenant 4 ans, un peu plus, c'était fin 2016, début 2017, par des anciens élèves de la classe préparatoire intégrée de l'ENA, donc les fameuses CPI, qui sont les dispositifs d'insertion vers la fonction publique de personnes issues de milieux modestes, dont j'ai moi-même pu bénéficier, avec l'idée initiale d'essayer de rendre un peu de la chance qu'on avait eu d'intégrer la fonction publique par ce type de dispositif par rapport à l'ensemble de personnes dans la société qui ne connaissent pas ces dispositifs, mais surtout n'ont pas idée de la manière dont les métiers du service public peuvent être des opportunités professionnelles et de carrière, en particulier dans les milieux plus populaires où ces métiers sont souvent soit déconsidérés, soit assez décriés. Donc aujourd'hui, on est une association bénévole qui regroupe des cadres A et A+, essentiellement des 3 fonctions publiques, quels que soient les statuts de l'État, de la fonction publique hospitalière et territoriale. Et par ailleurs, c'est une association qui est essentiellement fondée sur des anciens des CPI, donc avec la particularité d'avoir des gens qui ont connu pour l'essentiel un parcours d'ascension sociale par la fonction publique, mais qui peut être ouverte à toute personne qui a envie de s'y investir. Et on a un certain nombre de collègues d'ailleurs de la territoriale, mais pas que, qui s'investissent auprès de nous. 3 objectifs en synthèse, les 3 champs d'action sur lesquels je présente rapidement avant d'y revenir tout à l'heure. La question de la promotion, de la sensibilisation aux métiers et aux valeurs du service public par rapport au public scolaire issu de milieux populaires.
donc des actions directement auprès des collégiens ou des lycéens via un dispositif pédagogique qu'on a co-construit, une action de promotion de l'égalité des chances dans les différentes réforme de la fonction publique, de débats qui ont trait à ces sujets, la loi du SOC, le rapport Thiriez, le programme Talent, dont on reparlera, qui a été annoncé par Amélie de Montchalin récemment, donc une capacité d'interpellation du débat public. Et puis enfin, un angle important, une logique d'accompagnement des candidats ou potentiels candidats à préparer les concours de la fonction publique, concours ou d'ailleurs contrat, puisque c'est une possibilité qui est ouverte. Donc, voilà en quelques lignes d'où on parle au sein de l'association L'Accordé, mais ce qui est intéressant par rapport à l'objectif et à la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est qu'on a la chance d'avoir du coup un peu une expérience usagée de la manière dont on peut se heurter parfois à des processus soit discriminants, soit pas franchement pensés, dans une logique d'ouverture sociale de la fonction publique. Donc je vais essayer de vous donner un peu ma vision des choses et la vision de l'association, et puis on aura ce temps d'échange. Pour commencer, quelques premiers petits constats sur les problématiques. D'abord sur la question de l'accès à la fonction publique. La première chose qu'on peut j'ai essayé de le formuler de manière un peu ironique sur les titres. Le premier processus RH qu'on peut interroger, c'est celui évidemment du recrutement, où, et je pense ne pas trahir un secret pour vous, la question même des offres de recrutement fait l'objet d'un certain nombre de biais par les processus de diffusion et qui du coup conduit, et c'est une expérience qu'on a pu témoigner un certain nombre de fois, je parle notamment des contrats de catégorie A, parce que dans la fonction publique territoriale, c'est peut-être là-dessus qu'on a le plus de difficultés, à avoir un surpoids de l'effet réseau dans la manière dont on peut postuler à des concours de la fonction publique ou des offres d'emploi de collectivité. Je donne un exemple un peu concret. Une DRH que je connais bien m'a dit un jour, quand je l'interrogeais sur pourquoi elle n'avait pas de candidat du tout valable par rapport à un poste qui n'était pas un poste finalement si calibré dans la fonction publique, qu'en fait elle ne recourait jamais au service de Pôle emploi pour des questions de flux et pour des questions de qualité de candidature, mais par rapport à une collectivité territoriale qui recrute en Seine-Saint-Denis, peut-être un point d'interrogation. Deuxième question, sur sur ce sujet de l'accès à la fonction publique, moi je suis souvent surpris de constater qu'on forme à beaucoup de choses dans la fonction publique, mais en fait très souvent pas à la manière de recruter. En tant que manager, en tant que cadre de l'administration, quand vous recrutez, la plupart du temps, mais du moins c'est mon expérience, vous le faites un petit peu à votre propre personnalité, sans avoir d'accompagnement RH toujours très poussé, mais surtout sans être formé à un certain nombre de biais discriminatoires. Donc deuxième question qui peut être attrait à cette question du recrutement. Et puis enfin, et c'est lié à ce que je viens de dire, on a aujourd'hui beaucoup de discours, et je crois que ça fait partie des points dans votre journée, sur la manière de recruter différemment, de parler un peu moins de compétences académiques, de compétences techniques, mais plutôt de compétences transversales, d'aptitudes professionnelles. Souvent, ce sont des processus qui ne sont pas organisés dans les collectivités et qui, forcément, impactent plus fortement les personnes qui viennent d'un parcours social peut-être différent et qui n'ont pas tous les attributs du diplôme ou de la bonne formation académique qui font que sur le papier, ils sont recrutés. Donc un premier sujet sur l'accès à la fonction publique par le biais du recrutement. Le deuxième sujet est peut-être un peu plus polémique pour vous, c'est cette question, statut pas statut, la double peine de la territoriale, puisqu'on est certainement la fonction publique qui est le plus recours au contrat, qui reste néanmoins avec le principe de recrutement par le concours. Et là, moi, à titre personnel, il y a un peu deux choses qui nous interrogent. C'est premièrement l'absence de dispositifs et de politiques, si ce n'est certaines collectivités exemplaires de ce point de vue-là, mais au niveau des instances nationales du CNFPT ou d'un certain nombre de centres de gestion peut-être, il n'y a pas, par exemple, dans la fonction publique territoriale de classe préparatoire intégrée, puis j'en parlais tout à l'heure, c'était la seule fonction publique qui n'avait pas de ce type de dispositif. Donc, quid
de la formation nationale des futurs cadres de la territoriale avec cet objectif de diversité. Et deuxièmement, le recrutement contractuel, mais là je sens que ça vous fera réagir, a plutôt tendance, de notre point de vue, s'il n'est pas bien organisé avec les éléments que j'expliquais précédemment, à en réalité renforcer l'effet réseau et donc avec une logique d'homogamie sociale, de reproduction d'un certain carnet d'adresses qui fait qu'on se ferme d'autant plus à des compétences diverses. C'est vrai notamment pour les postes à plus forte responsabilité dans l'administration, mais c'est un des biais du recours au contrat qu'on peut observer par rapport au principe du concours. Deuxième famille de problématiques, plutôt sur le processus interne, donc pas dans les questions d'accès, mais une fois qu'on est dans la fonction publique. Le point majeur que vous connaissez, je pense, mieux que moi, mais c'est les questions de mobilité interne. Donc, quand je dis mobilité interne, c'est tous les processus qui concourent à faire évoluer à l'intérieur d'une collectivité des agents, soit en mobilité ascendante, soit en mobilité transversale entre différents types de postes. Souvent, ces processus sont un petit peu désuets, ne font pas forcément l'objet d'un fort portage managériale, et donc on se prive peut-être d'une chance que l'on a dans la fonction publique, d'un ascenseur social interne qui n'existe pas forcément souvent dans le secteur privé, puisqu'on a un effet masse, et qui est une richesse à la fois du statut et de la fonction publique qu'on n'utilise pas comme un levier de diversification des parcours, comme un levier d'évolution interne, en particulier pour des profils qui, comme je le disais tout à l'heure, ne présentent pas tout de suite des compétences académiques au niveau où on le souhaiterait. Donc cette question et ce levier de la mobilité interne méritent là aussi peut-être une attention particulière. Et enfin, la dernière problématique, et je pense qu'en tant que DRH, vous y êtes sensible puisque c'est la pierre angulaire, c'est la clé de voûte de toute politique RH, c'est la question managériale, où aujourd'hui, on a un peu un double handicap, c'est que d'une part, et c'est le constat que moi je peux faire aussi à titre professionnel, la diversité des profils au sein d'une organisation. On peut penser à une direction qui recrute ses chefs de service ou à un CODIR ou même à une direction générale par exemple, mais on pourrait descendre à d'autres types de missions. Cette question de la complémentarité des profils, de la diversification des parcours, aujourd'hui on l'aborde et c'est très bien par la question de la diversité femmes-hommes, et on a plutôt progressé de ce point de vue-là, mais on ne l'intègre pas encore beaucoup du point de vue de la diversité des origines, tant académiques que peut-être de parcours plus personnels. Ce qui nous pose une difficulté par rapport à cette logique de management par la diversité, qui est souvent un levier de performance assez efficace, si on en croit un certain nombre d'études, et qui, je termine par ce propos qui est écrit peut-être un peu de manière polémique, mais dans un certain nombre d'organisations, on peut aussi constater, faute des éléments que j'ai précédemment évoqués, une forme de cassure entre, en réalité, l'encadrement qui témoigne d'une certaine classe sociale et le reste de la collectivité. Surtout en collectivité, on a une majorité d'agents de catégorie C et B qui font qu'en fait, on n'a pas forcément le même vécu de l'organisation. On n'a pas forcément les mêmes pratiques sociales et c'est ce qui traduit aussi parfois une incompréhension sur la manière dont on peut construire une évolution professionnelle et une politique RH. Donc, voilà un premier constat que je voulais vous dresser, qui est un peu général. Je vous propose de dire quelques mots sur les perspectives, comme ça nous permettra peut-être d'ouvrir l'échange plus globalement. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces constats et à ces problématiques ? Nous, on a identifié en réalité plusieurs grandes pistes. Première piste, c'est d'assumer l'effet réseau. On a souvent tendance à considérer qu'il faut en faire des tonnes pour essayer d'avoir le bon mode de recrutement, de faire sur les réseaux sociaux, de faire des publications des offres d'emploi dans un certain nombre de canaux. En réalité, c'est peut-être moins efficace que tout simplement de doter les personnes que l'on veut essayer de recruter en termes de diversité sociale de la même capacité d'accès à un réseau que ce que pourrait avoir une personne qui a elle-même les codes et qui spontanément a déjà cet aspect-là. Donc un premier levier de renverser en fait cette logique de l'effet réseau. Le deuxième point, c'est la question de la promotion interne et de la réactiver, d'en faire une politique plus active.
deux points qui sont en réalité assez indissociables d'une question à laquelle on croit beaucoup. Ça va vous paraître peut-être un peu décalé par rapport à une question de processus RH, mais qui est l'investissement des collaborateurs en termes de politique de responsabilité sociale de l'administration pour que le changement vienne à la fois des normes, des processus organisationnels que vous pouvez porter, mais aussi de la capacité d'initiative de vos équipes, de vos collaborateurs qui eux-mêmes peuvent en réalité faire beaucoup et peut-être parfois beaucoup plus vite et à moindre frais que ce que peut faire la politique RH en tant que telle. Donc c'est un angle sur lequel nous on investit beaucoup et qui relève plutôt la question du bénévolat et enfin cette question de la diversité au cœur du système managérial. Ce que je propose, c'est d'illustrer mon propos par quelques exemples. La première chose, je détaillerai tout à l'heure, mais nous, au sein de l'association de l'Accordé, on essaye de développer des programmes pour essayer d'aller toucher en termes de mentorat et de sensibilisation des jeunes issus de milieux populaires à travers deux types d'actions. Vous avez ici sur la gauche l'exemple du programme Ose la fonction publique qu'on développe dans le contrat de ville de l'agglomération de Maubeuge et dans le département du Nord et prochainement en Seine-Saint-Denis, où avec les administrations locales, on met en place du tutorat, du mentorat pour accompagner des jeunes demandeurs d'emploi issus des quartiers politiques de la ville vers l'emploi public. Et le deuxième exemple que je détaillerai peut-être tout à l'heure aussi si ça vous intéresse, c'est ce qu'on va construire dans le cadre de la politique qui a été annoncée récemment des classes talents qui vont préparer des jeunes issus de milieux populaires boursiers au concours de la fonction publique et qui vont prendre la suite des classes préparatoires intégrées, où là aussi on va nous proposer un certain nombre d'actions de mentorat, de sensibilisation et de pré-recrutement sur ces classes pour essayer d'aller chercher, d'aller se confronter directement au public qui ne va pas spontanément vers la fonction publique. Et j'en veux pour preuve notamment l'effondrement tendanciel du nombre de candidats au concours, et c'est particulièrement vrai dans la fonction publique territoriale. Pour terminer, quelques pistes qui apparaissent à l'écran. Je viens de décrire essentiellement la première. On avait proposé en matière de mobilité, de promotion interne, de faire ce qui en fait existe paradoxalement, et c'est là aussi très utile sur la question de l'accompagnement des femmes à la prise de responsabilité en direction générale, par exemple dans les collectivités. On pourrait tout à fait faire la même chose sur une cible qui serait plutôt des personnes issues d'une certaine diversité sociale, donc avec un certain nombre d'accompagnements internes et de faciliter l'accès à des questions de formation, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a une surconsommation des crédits de formation par les cadres, et notamment les cadres supérieurs dans les collectivités par rapport à ce que peuvent avoir parfois besoin des publics qui sont un peu plus en bas de l'échelle. Et puis, vous avez ici décrit des questions qui touchent à l'investissement des collaborateurs ou au-delà des activités de promotion, de sensibilisation, de sortir des murs pour faire valoir l'engagement qu'ils ont dans leur propre métier, se pose une question RH et le cadre qui le permet, puisque aujourd'hui, pour vous donner un exemple très concret au sein de l'association, nous devons prendre systématiquement des demi-journées de congé lorsqu'on fait ce type d'action. Ça marche pour ceux qui sont plus convaincus. Si demain vous voulez en faire une vraie politique RH, ça ne marche pas, donc ça nécessite d'être organisé. Il y a ici l'idée de crédit d'heure d'engagement citoyen qui est d'ailleurs permis par la loi, mais qui souvent ne trouve pas son atterrissage opérationnel. Et puis enfin, cette question dans le management d'intégrer la question de la diversité. Donc je crois qu'il y a eu d'autres ateliers ce matin ou cet après-midi qui en parleront peut-être plus directement, mais il est absolument vital que les managers notamment soient formés aux méthodes de recrutement peut-être différentes que celles un peu classiques où on prend un candidat sur la base d'un CV avec un ou deux échanges, et notamment la manière dont ça se retrouve en termes d'analyse de complémentarité des profils avec un certain nombre de formations sur lesquelles on pourra revenir, mais que vous avez peut-être déjà en tête. Voilà, j'ai essayé de brosser un portrait assez large, de jeter quelques pistes. Je ne veux pas être trop long parce que les journées en visio sont longues et parfois un peu harassantes, donc je pense que c'est utile que chacun puisse réagir. Donc je vous propose directement de passer sur un échange, sur des questions, voire des témoignages, parce que je pense qu'un certain nombre d'entre vous, dans vos collectivités, se sont déjà confrontés
à des problématiques ou à apporter des solutions. Moi, ça m'intéresse aussi de pouvoir davantage les connaître. Et puis, je serais évidemment ravi de pouvoir développer un certain nombre de points que j'ai indiqués dans cette présentation liminaire. Si ça vous va, on peut ouvrir peut-être un premier cycle d'échange. Je vais couper la présentation. Alors, je vous invite peut-être à lever la main pour ceux qui voudraient prendre la parole, que je puisse organiser un peu l'animation. Est-ce que ce que je vous ai dit vous choque, vous interpelle ou pas du tout? Si c'est pas du tout, je le prends pour validation des experts que vous êtes. Alors, il n'y a pas d'intervention. Je vois, voilà. Sarah, très bien. Allez-y. Vous m'entendez bien? Pardon, j'avais oublié de mettre. Oui, c'est bon. C'est bon. Je voulais rebondir sur la question de la mobilité interne et de la promotion interne au sein des collectivités. Effectivement, moi, je trouve que sur le papier, en tout cas, c'est plutôt une chance d'être en collectivité parce que on peut faire non seulement de la mobilité verticale, mais aussi beaucoup horizontale. Enfin, il y a quand même un panel de métiers. On se dit, voilà, on devrait pouvoir attirer toutes sortes de gens, et y compris des jeunes. Il y a quand même plein de métiers intéressants dans les collectivités. Et alors, nous, on n'a pas encore une super politique de mobilité interne, mais enfin, il me semblait en tout cas que quand même les collectivités faisaient des efforts, mettaient en place des choses à ce niveau-là. Donc, je suis assez surprise d'entendre que finalement c'est voilà. Alors, est-ce que ce qui est mis en place c'est pas suffisant? Enfin, d'où vient un peu cette remarque? Parce que enfin, et en plus il y a une limite, c'est-à-dire que nous, par exemple, quand on met en valeur ce qu'on appelle la mobilité interne, finalement, ça revient aussi à ne promouvoir que ceux qui sont déjà entrés dans la collectivité. Et du coup, ça bloque aussi potentiellement l'arrivée de nouveaux contractuels qui pourraient ensuite être intégrés, etc. Et donc, ça ferme aussi finalement l'ouverture à la fonction publique. Donc, quel est le bon équilibre à trouver entre effectivement promouvoir ceux qui sont déjà là et laisser la porte ouverte à d'autres, et puis quels peuvent être voilà des bons exemples du coup de politique de mobilité, sachant qu'effectivement on est quand même limité en termes notamment de promotion interne pure par un nombre de quotas qui est drastique et qui fait que malheureusement le concours, même une fois qu'on est déjà dans la fonction publique, reste la voie pour l'évolution. Donc voilà un peu mes réflexions / questions vis-à-vis de ce sujet-là. Est-ce qu'il y a, peut-être avant que je réponde, est-ce qu'il y a une autre remarque qui irait dans le même sens ou un complément aux propos précédents? Non, ben moi, quand je parle mobilité interne, en réalité, j'en fais une appréciation large, c'est-à-dire que vous avez plusieurs choses. Vous avez la mobilité interne des postes, donc comment quelqu'un postule à l'intérieur de la collectivité au sein de sa direction, en changeant de direction. Donc ça, c'est un parcours, on va dire, qui est lié au recrutement interne. Mais quand je dis large, c'est que j'y intègre aussi la question des dispositifs de formation que vous pouvez promouvoir, de la manière dont les collectivités prennent en charge un certain nombre de formations, et donc pas forcément directement pour la collectivité. Certaines font des formations à visée professionnelle pour acquérir un certain nombre de compétences et à terme changer carrément de cadre d'emploi ou changer de collectivité. Donc il faut avoir une acception large, parce que sinon, effectivement, on fonctionne en circuit court, ce qui n'est pas forcément souhaitable. En fait, quand je dis que aujourd'hui, la politique de mobilité interne n'est pas suffisamment active du point de vue de la diversité, ce n'est pas pour dire que rien n'est fait et qu'il n'y a pas de dispositif, c'est que l'objectif, mais il faut vouloir faire cet objectif, ce
qui n'est pas forcément le cas de toutes les collectivités ou de tous les DRH, c'est qu'on souhaite amener un certain nombre de personnes qui sont identifiées comme ayant une forme d'aptitude ou des compétences qui sont liées à leur expérience, à leur parcours de vie, qu'ils soient professionnels ou personnels, qui vont apporter quelque chose à la collectivité et dont on se dit, tiens, je vais investir sur ces profils. Et en fait, cette approche-là, elle nécessite d'être assez fin, en réalité, à la fois dans la détection de ces personnes et dans l'accompagnement qui est proposé. Et pourquoi je dis ça, c'est que ça contraste de fait avec une politique un peu de droit commun, où vous avez un certain nombre de processus ouverts qui sont un peu les mêmes pour tout le monde, et puis après chacun se saisit de faire sa demande de formation, de postuler en interne, etc. Et donc, c'est pour ça que moi je m'inspire beaucoup de ce qui est fait peut-être dans certaines collectivités en matière d'accompagnement à la prise de responsabilité des femmes, puisque c'est un peu la même chose. On sait qu'il y a des freins, y compris symboliques, en termes d'autocensure, en termes parfois d'éléments qui sont en dehors des simples compétences professionnelles, qui font que ça ne suffit pas simplement de dire postulez à tel poste ou saisissez votre dispositif de formation pour que les gens y aient recours. D'où la nécessité d'aller un peu au-delà si on veut avoir une action peut-être un peu plus impactante en termes de résultats en matière de diversité. Je crois que ça a fait réagir Marie des Côtes d'Armor. Allez-y, Marie. Oui, c'était pour dire effectivement, alors moi je peux partager une expérience. On a mis en place 3 conseillères en évolution professionnelle avec vraiment du coup des agents qui peuvent librement, quelle que soit leur catégorie, prendre rendez-vous avec elles pour travailler sur leur parcours, et notamment quand ils ont des souhaits d'évolution. On accompagne donc c'est effectivement de bilan de compétences, de formation, etc. les agents qui sont concernés, et on note que ça fonctionne quand même pas mal en termes d'évolution professionnelle. Pour autant, la limite que ça a, c'est qu'on n'est pas nous-mêmes dans le repérage, et il ne faut pas qu'il y ait d'autocensure du point de vue des personnes. Et ça, on n'a pas travaillé là-dessus, et je pense que ça fait partie des éléments sans doute qui sont importants, de comment on repère des potentialités. Alors bien sûr, ça se fait de façon, on va dire, implicite, mais ça se fait quand même plus quand on est au siège, pas loin de la DRH, où il y a des personnes qui sont sensibilisées à ces questions-là, que on repère moins facilement les potentialités d'un agent en collège qui aurait capacité des compétences informatiques et possibilité d'évoluer professionnellement. Ça, c'est effectivement, on a plus de mal à le repérer. Donc, c'est sans doute dans ce domaine-là que je trouve qu'il faudrait, nous, de notre côté, investir. Et j'en profite aussi parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi la question de quand vous disiez assumer l'effet réseau. J'aimerais bien que vous puissiez nous en parler un peu plus des programmes éventuels de mentorat, etc. Comment pour qu'on puisse s'en inspirer. Effectivement, je trouvais que c'était intéressant aussi de pas être dans l'effet rejet en disant les réseaux c'est mal, ça génère de la reproduction sociale, mais comment on peut s'en servir également. Oui, peut-être déjà pour réagir, du coup, c'est effectivement ça, c'est une question de gestion des talents, c'est pour ça qu'on parlait pépinière de talents, c'est l'idée d'avoir une action de détection, d'où d'ailleurs la nécessité d'investir dans les compétences en termes de formation des managers, puisque en réalité la DRH ne peut pas tout, et donc sans système managérial qui est organisé sur ça, ça ne peut pas fonctionner, et souvent, évidemment, ce sont les managers qui connaissent le mieux leurs équipes. Moi, je voudrais simplement témoigner de mon expérience personnelle, puisque j'ai eu dans mon propre parcours à faire un projet de direction et à reconstruire notre organisation. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est qu'il y avait 2 ou 3 agents, qui sont en plus des femmes, qui étaient souvent des femmes avec enfants, parfois qui étaient des femmes célibataires, qui avaient un potentiel, mais qui étaient brutes. C'était pas des gens à qui je pouvais confier un poste de chef de service tout de suite parce que ça aurait été beaucoup trop rapide. Mais il y avait une envie, il y avait une motivation, il y avait une forme de potentiel, comme on peut dire. On a réussi avec ma DRH en réalité à travailler certains profils de poste en leur donnant des responsabilités un peu fonctionnelles, un surcroît de responsabilités pour essayer de les mettre en avant dans le cadre de ce projet de réorganisation, et ça a plutôt bien marché. Ces personnes se sont vraiment montées en puissance et aujourd'hui font
partie des piliers de ma direction. Alors évidemment, il y a des expériences probablement beaucoup plus innovantes et intéressantes ailleurs, mais je voulais témoigner de ça, parce que souvent, ça retombe sur la question de l'égalité femmes-hommes, et j'avais encore ce matin une personne qui est un peu un de mes potentiels de mon équipe, qui s'interroge sur son évolution et qui me dit, moi, je me sens pas, tant que j'ai pas un bagage technique suffisamment armé, de postuler sur des postes managériaux. Vous voyez bien comment souvent cette question ne se pose pas, peut-être pour des publics plus masculins. Alors je simplifie parce qu'évidemment c'est chacun sa personnalité, mais c'est quand même des choses qui sont documentées assez fortement sur cette question d'égalité femmes-hommes. Donc il faudrait le déployer du point de vue de l'action en termes de diversité. Peut-être en termes de réponse sur le mentorat et sur, du coup, quand je dis assumer l'effet réseau. Moi, j'ai une conviction, c'est que en réalité, on a un peu un problème en France qui est d'ordre philosophique, institutionnel, politique, qui est de considérer qu'en fait, nous sommes un pays égalitaire à tous les niveaux, et que donc, comme chacun est sur la même ligne de départ, il suffit d'être le meilleur pour franchir la ligne, et puis c'est comme ça que la méritocratie républicaine s'exerce. Alors évidemment, c'est un système qui, sur la base, est très sain et qui vaut 1000 fois mieux que les systèmes de cooptation et autres, mais qui produit quand même une forme de désintérêt un peu larvé pour, en fait, la question du résultat. Puisque quand vous regardez bien, et c'est vrai de tous les débats qui ont lieu sur le recrutement par les grands concours de la République, mais plus globalement sur la diversification des postes à responsabilité dans le secteur public ou dans le secteur privé, bizarrement, vous avez aujourd'hui entre 40 et 50% de la population active qui sont les catégories ouvriers et employés. Si vous arrivez à 5 ou 10% dans les postes de responsabilité de personnes qui sont issues de ces milieux-là d'origine, c'est un grand maximum. Et ça fait quand même un petit moment que ça dure. Donc il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas très très bien. Donc quand je dis assumer l'effet réseau, l'idée c'est de pouvoir aller évidemment sur une politique de diffusion des offres d'emploi, d'écriture aussi parfois des offres d'emploi, parce que pour certaines, en réalité, il faut un peu décoder par rapport à quelqu'un qui ne serait pas directement du métier et qui pourrait y postuler. Moi, je pense que ce qui est le plus directement efficace, c'est que si vous avez un objectif d'essayer de recruter des personnes qui soient issus des quartiers prioritaires, mais il ne faut pas se restreindre à ça. Vous pouvez avoir des gens qui apportent de la diversité de parcours sans forcément issus de quartiers très défavorisés, même si ça se renforce encore plus sur ce type d'endroit. Donnez-leur les mêmes armes qu'un candidat normal. Donnez-leur accès à quelqu'un qui est à l'intérieur de la collectivité, qui connaît un peu le métier, qui peut pouvoir lui filer une fois un tuyau, de dire, ben tiens, j'ai vu passer cette offre. Regarde, ça peut être intéressant. Souvent, ces personnes, ils n'ont pas cet accès-là. Ils sont obligés de faire le tour des sites pour se dire, je vais postuler à ceci, à cela, et au bout d'un certain nombre de candidatures, ils ne le font plus. Donner leur accès à quelqu'un qui va, peut-être c'est pas exactement la même cible, mais leur donner accès à un stage. Je pense que la question des stages, elle n'est pas plus emblématique aujourd'hui de cette question de la reproduction sociale, parce que, et encore, je ne parle même pas des habitudes où souvent ce sont les parents qui donnent eux-mêmes un stage dans leur collectivité à leurs enfants ou à quelqu'un de leur entourage. Enfin, si vous voulez avoir une politique de diversité, mettez à armes égales les personnes qui n'ont pas accès à tout ça, donc sortez des murs et mettez vos collaborateurs à disposition de ces publics pour leur donner une forme d'entourage social qui ne va pas forcément produire tout de suite un résultat par rapport à l'objectif de diversification du recrutement, mais qui, peut-être au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, va permettre d'avoir accès à une voie d'embranchement qu'ils n'auraient pas eu par ailleurs. Donc, concrètement, le mentorat, par exemple, que nous, on propose, on essaye de recruter des personnes qui sont volontaires, en poste en collectivité ou ailleurs. Et le degré du volontariat, en réalité, est pour moi celui qui prédomine le plus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui, sur le papier, a le super parcours, hyper emblématique, mais si c'est pour qu'il disparaisse au bout d'1 heure d'échange ou de 2 réunions avec la personne qu'il va mentorer, c'est pas la peine. Donc il vaut mieux quelqu'un qui soit convaincu, quitte à ce qu'il ait un parcours un peu moins clinquant, mais qui s'inscrive dans la durée. Le deuxième aspect, je ne suis pas plus long, mais je pourrais développer si vous le souhaitez, c'est que
le mentorat, c'est quelque chose qui se structure, qui s'anime, qui s'organise. Ça peut pas être, vous en tant par exemple que DRH, je recrute des mentors et puis après je les mets à disposition de tel et tel public et puis je m'en occupe plus pendant un an et puis je repars sur une nouvelle séquence. Si ça s'inscrit pas dans votre processus RH, de voir concrètement qu'est-ce qui ressort aussi de l'accompagnement de ces personnes en termes de ressenti, si il n'y a pas une question y compris de concrétisation de ce que peut apporter une collectivité territoriale à des jeunes ou des moins jeunes qui ne connaissent pas ces métiers. Donc nous, typiquement, le mentorat, il est couplé à des visites d'administration sur site où on demande aux collectivités partenaires d'ouvrir leurs portes pendant une demi-journée ou une journée et de faire découvrir des services. Parce que les gens parlent de leur métier sur site. Bon, alors en ce moment, c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est que ça donne quelque chose de concret, en plus de l'accompagnement, j'allais dire, social qui peut être offert par ailleurs. Je ne sais pas si c'est très précis par rapport à ma question, mais il faut avoir ce type d'approche très, très concrète, très pragmatique pour que ce soit efficace. Peut-être est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Je vous invite à lever la main, peut-être. Oui, allez-y, Sarah. Bien, puisque ça se presse pas forcément portillon. Je me permets du coup, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Moi, il se trouve que par ailleurs, je suis membre d'un réseau qui s'appelle la sororité RH. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard sur Facebook. Voilà, un moment où je cherchais des choses sur la RH. Et en fait, c'est essentiellement, donc c'est un réseau de femmes qui travaillent dans les RH, essentiellement dans les petites entreprises, TPE, PME, où souvent elles sont seules. Et donc, bon, c'était l'idée d'avoir un réseau, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est que bon, moi, je suis pas forcément dans leur cas, déjà parce que le droit qui s'applique, évidemment, est pas tout à fait le même. Et puis que je suis pas du tout seule, hein, on est une soixantaine à Reims à la DRH. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup. C'est un réseau assez bienveillant qui exprime un peu une frustration vis-à-vis du fait qu'en entreprise, la RH, c'est souvent pas associé aux prises de décision. Les décisions sont prises pour des raisons financières, etc. Et en fait, une sorte de désillusion de jeunes, notamment femmes, ou de femmes en reconversion dans les RH qui pensent qu'elles vont trouver un poste qui est un peu dans le care, enfin qui ont un peu l'image, voilà, les RH c'est pour s'occuper des gens, etc. Et qui ont un petit peu une désillusion quand elles arrivent dans les entreprises. Et je pense qu'il y a une manne potentielle pour le service public de recruter ces gens-là qui seraient peut-être plus heureuses, en l'occurrence c'est que des femmes, mais je pense que c'est vrai aussi pour des hommes, de travailler pour des organisations voilà, où on est moins quand même dans la logique de rentabilité et de profit. Et donc voilà, moi ça m'a un peu interpellée. Ils ont mis en place un podcast et j'ai proposé de présenter un peu les fonctions RH dans une collectivité. Et j'ai eu pas mal de réactions de femmes qui m'ont contacté en disant je connaissais pas du tout le monde de la fonction publique et encore moins de la territoriale, mais ça m'intéresse, etc. Et je trouve du coup qu'il y a c'est compliqué, je trouve, parce que on est tout le temps dans la logique entre le statut et la fonction. Parce que là, c'est des gens qui sont intéressés par la RH avant d'être intéressés par la fonction publique. Mais il y a aussi l'aspect, voilà, est-ce qu'on va attirer des gens pour leur métier ou est-ce qu'on veut attirer des gens pour qu'ils deviennent fonctionnaires, quoi, quelque part. Enfin, je trouve que c'est pas évident. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup les facs, je connais même pas en fait les parcours pour devenir RH dans le privé, je les connais pas très bien, mais les facs ou les BTS ou tout ce qui peut exister en RH par exemple, je pense que c'est des endroits où la fonction publique n'est pas assez présente et ne présente pas assez. Alors certes, ils apprennent encore une fois
le droit du travail, ce qui est normal. Mais quand ils sont formés sur les problématiques de formation, les problématiques de recrutement, etc., c'est tout à fait transférable dans nos collectivités. Donc, on se prive là encore. Enfin, en tout cas, il y a une absence de communication en fait entre les deux mondes qui est dommage, quoi, parce qu'on se prive de compétences et de gens motivés dans la fonction publique. Tout à fait. Peut-être pour réagir sur ce point, là où il y a une question qui en fait est très neuve et en particulier depuis la crise Covid, mais c'était une tendance de fond, c'est qu'aujourd'hui il y a une aspiration sur des métiers qui ont du sens. Alors c'est un peu galvaudé parfois comme idée, mais il n'y a pas de métiers qui ont plus de sens que les métiers du service public qui sont de fait des métiers d'intérêt général et qui sont utiles à tous. Donc je pense qu'on a aussi une opportunité en ce moment de mettre en avant ce type de métier pour des profils qui sont un peu différents. Et moi, je pense qu'il ne faut pas opposer la vision métier de la vision valeur. La question des valeurs du service public, c'est quelque chose qui attire particulièrement dans les milieux populaires parce que souvent, vous avez des personnes qui ont cette expérience de pouvoir en réalité avoir aidé dans leur quartier, dans leur univers familial, où il y a une question de solidarité qui est peut-être parfois plus forte dans les milieux populaires que sur d'autres classes sociales. Et c'est un discours que parfois le service public ne s'autorise pas à employer. On a tellement intériorisé l'image d'une fonction publique poussiéreuse, un peu passée, etc., que quand on va présenter à des jeunes demandeurs d'emploi, par exemple, enfin moi j'y suis sensible parce que je travaille en Seine-Saint-Denis, mais c'est vrai partout, on va tout de suite leur parler opportunité d'emploi. Mais sans jamais en fait leur expliquer pourquoi il y a un emploi public, pourquoi il y a des fonctionnaires, pourquoi il y a des valeurs. Et pour nous, c'est extrêmement essentiel en fait de ne pas jeter l'opportunité d'emploi avec l'eau du bain des valeurs du service public, pour le dire comme ça. Et je pense particulièrement dans la période. Donc c'est pour ça que si vous voulez, quand nous on intervient par notamment les deux programmes que j'expliquais tout à l'heure, et notamment, par exemple, sur la manière dont on sensibilise en milieu scolaire. C'est hyper intéressant, je vous invite à le faire un jour, et puis on pourra vous y aider, vous pouvez nous rejoindre si vous le souhaitez pour le faire ensemble. Se mettre devant une classe de lycéens, de quartiers politiques de la ville ou de territoire rural qui ne connaissent rien au service public, c'est hyper difficile en fait d'expliquer ce que vous faites, à quoi vous le rattachez. En quoi vous présentez votre collectivité. Et en fait, quand vous interrogez un petit peu, vous tissez des liens extrêmement concrets, et peut-être beaucoup plus concrets qu'un cabinet d'avocats ou d'assurance, etc., qui va venir présenter lui aussi son métier. Donc on a cet enjeu de mettre en avant et de repositionner, de revaloriser ces valeurs, en particulier pour aller chercher des profils qui sont issus de la diversité, comme on dit, mais qui souvent en fait croient peut-être plus encore à ces valeurs qu'un certain nombre d'autres personnes dans la société. Alors je réouvre le cycle d'échange si certains veulent nous rejoindre dans cette conversation pendant la dizaine de minutes qui nous restent. Est-ce que ce que j'ai dit tout à l'heure, y compris en termes de processus interne, fait un peu écho à des expériences que vous auriez dans vos collectivités, à des choses qui ont marché ou pas marché, puisque comme je vous le disais, moi je suis pas non plus un expert des dispositifs RH, peut-être que vous avez des bonnes pratiques? Oui, allez-y, Romain. Oui, bonjour ou rebonjour à tous et à toutes. Moi, c'est vraiment une question qui me passionne et si vous parliez du Nord tout à l'heure, donc vous êtes le bienvenu si vous passez pour se rencontrer. Sur l'égalité des chances, récemment, on a réussi à inviter 20 collégiennes d'un collège de REP+, sur toute une matinée à rencontrer nos services informatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les services informatiques s'étaient vraiment pris au jeu de cette rencontre, avaient super bien structuré leur rencontre, avaient voulu montrer des choses très très pratiques, en même temps montrer des témoignages de collègues techniciennes ou ingénieuses inspirants, tout ça.
et pour justement montrer qu'actuellement il y a un déficit dans les candidatures. Quand il y a un poste pour une ingénieure, par exemple, il y a très peu de candidatures, aussi parce que c'est le fruit de décennies d'orientation insuffisant de filles vers ces filières-là. Mais le message qu'ils ont voulu transmettre, c'est voilà, c'est actuellement il y a pas beaucoup de femmes en proportion dans le service, mais elles sont les bienvenues. Donc le moment venu, quand vous serez dans le choix d'orientation, par exemple en première, ne vous auto-censurez pas, car sachez qu'il y a des employeurs tout à fait bienveillants si les compétences sont là pour employer. Tout à fait. Alors, c'est exactement la logique d'essayer voilà, de donner un horizon pour que peut-être demain vous ayez plus de candidats sur ce type de métier. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent permettre en fait de pré-recruter, même si on ne parle pas exactement comme ça, des personnes sur des métiers en tension en matière RH. Je vous ai mis dans le fil une des actions du programme Ose la fonction publique qu'on a fait avec le conseil départemental du Nord. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur le cœur d'un accompagnement social parce que c'était des publics de l'aide sociale à l'enfance qui du coup ont rencontré et ont eu droit à un job dating en clôture des professionnels du service public. Donc c'était hyper poignant parce que ce sont des personnes qui sont très marquées par la vie, hein, tout simplement. Et quand on vous explique pourquoi certains voulaient devenir pompiers ou intégrer des métiers de, par exemple, des métiers du care, comme vous disiez tout à l'heure, ça fait ça fait écho directement à leur histoire personnelle, mais du coup, c'est bien que, quelque part, le service public leur retende la main d'une manière différente que cette positionnement d'usager. On peut le faire aussi sur d'autres types de publics, peut-être sur d'autres types de métiers, mais moi, je pense que, quand tout à l'heure, je disais, il faut investir la mobilisation de vos collaborateurs, que c'est peut-être le levier qui est le plus impactant et le plus rapide. Ce que vous avez fait, par exemple, sur votre atelier avec des jeunes filles, avec votre équipe de DSI, on peut le reproduire sur un certain nombre de services. C'est des choses qui ne coûtent pas d'argent, ou très peu, en réalité, et qui souvent, et c'est ça qui est hyper intéressant, moi je dis toujours, quand on a un agent public, c'est peut-être un peu moins vrai dans la territoriale, parce que je dis souvent ça aux agents des ministères, par exemple parisiens, qui sont tellement loin du terrain qu'à la fin, ils s'interrogent quand même un peu sur le sens de leur mission, sur concrètement à quoi ce qu'ils font au quotidien a un impact sur des gens. Le bagage, les atouts, les compétences, ce qu'en retirent les jeunes, est au moins aussi important que ce que va en retirer l'agent public qui va intervenir. En termes de valorisation de son métier, de reconnaissance de l'institution qui lui a dit tu peux y aller, on t'autorise à, parce qu'on pense que tu fais un métier super et qu'on a besoin que tu le promeus. En termes aussi peut-être de ce que ça peut créer en termes de dynamique d'équipe, hein, je disais tout à l'heure comment on se présente, c'est pas si simple, hein, il faut y réfléchir en amont, on n'arrive pas comme ça devant une classe juste en disant voilà ce que je fais au quotidien, si on veut le faire intelligemment, il faut un peu réfléchir. Donc c'est vraiment quelque chose qui est gagnant sur tous les tableaux, et c'est pour ça que nous on parle d'ouverture sociale de l'administration, c'est dans cette logique-là, en particulier dans la territoriale où vous êtes ancré sur un territoire et où vous pouvez être assez facilement démonstrateur des choses qui sont identifiées par chacun, mais sans savoir que derrière il y a des agents publics qui travaillent. Donc nous on y croit beaucoup. Par ailleurs, il y a une proposition qui à ce stade n'a pas été retenue dans ce qu'on avait fait comme remarque auprès d'Olivier Dussopt quand il était ministre, ensuite d'Amélie de Montchalin, c'est qu'on pense que chaque administration de taille importante devrait pouvoir en fait construire une politique de responsabilité sociale. La charge pour l'administration de mettre ce qu'elle veut, ça peut être lié sur du handicap, ça peut être lié sur des actions de sensibilisation vers des publics lycéens en quartier politique de la ville, ça peut être du mentorat, enfin bref, on peut imaginer plein de choses, mais et vous, en tant que DRH, c'est là-dessus que vous avez peut-être la première responsabilité, c'est qu'il faut avoir une impulsion, faire en sorte que ces enjeux soient portés au plus haut niveau de votre collectivité pour quelque part repositionner, y compris sur son territoire, la fonction employeur qui souvent en fait est complètement déconnectée. On met en place des politiques publiques, mais la manière dont on recrute, la manière dont on forme sur un territoire n'est pas forcément toujours construit comme un lien au territoire, et c'est peut-être un angle, surtout dans la crise
économique et sociale que l'on vit, où il y a quand même beaucoup de destruction d'emplois et beaucoup de gens qui cherchent peut-être à s'interroger sur leur devenir professionnel, une opportunité aussi pour les collectivités de jouer de tirer leur épingle du jeu. Moi, ma conviction personnelle, c'est que si on ne le fait pas maintenant, ce sera peut-être jamais. C'est le moment de relancer et de sortir peut-être d'un certain nombre d'années de fonctionnaire bashing pour revaloriser les métiers du service public, en particulier vis-à-vis des personnes qui ont besoin de trouver ce type de solution. Romain, vous avez toujours la main levée, vous pouvez peut-être réagir? C'était un oubli. On a peut-être la place pour une dernière question, un dernier échange, un dernier témoignage. J'ai juste envie Nicolas Rougeau de la CASDEN, donc partenaire de la DRHGCT, et de l'accorder aussi par la même occasion. Juste une petite intervention pour tous ceux que ça intéresse. Nous, on est en train à l'heure actuelle, donc dans le sens de ce que vous disiez, de développer un jeu vidéo à destination des collégiens pour valoriser la marque employeur territoriale. Donc, c'est des actions qu'on va pouvoir lancer donc début octobre. Donc, si effectivement ça vous intéresse, je reste à votre disponibilité pour en discuter, bien sûr. Voilà, Effectivement. Voilà, c'est une initiative qu'on a voulu ludique pour effectivement adresser les jeunes de 3e et 4e. Hein, c'est la période à laquelle ils commencent à se poser les questions sur leurs premières orientations professionnelles. Et donc, on a décidé de s'attaquer à ce sujet-là. En tout cas, il y a effectivement ce type d'initiative qui va dans le bon sens. Peut-être pour terminer aussi, du coup, sur comment on peut continuer si c'est des choses qui vous intéressent. D'une part, sachez que l'association elle est ouverte à tous vos collaborateurs, c'est-à-dire que si vous avez à titre personnel ou si vous avez dans vos équipes des gens qui veulent agir sur ces questions de mentorat, de sensibilisation pour faire découvrir leur métier à une certaine diversité sociale du pays, nous on les prend volontiers en tant que bénévoles ou en tant qu'adhérents. Par ailleurs, on est à votre disposition aussi si une partie de ce que j'ai évoqué en termes de programmes territoriaux vous intéresse. Je n'ai pas développé, mais on le fait en lien avec les administrations locales et le service public de l'emploi, notamment sur les programmes Ose de la fonction publique. Donc j'ai noté Monsieur de la Mel, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes dans le Nord ou s'il y a des gens en Ile-de-France ou en Seine-Saint-Denis, mais on pourra le développer ailleurs peut-être. Et puis pour vous dire, et terminer par ça, que on va mettre en place d'ici du coup les tout prochains mois un nouveau dispositif donc lié au talent du service public, à la fois de sensibilisation du public étudiant et demandeur d'emploi sur les opportunités de préparation des concours de la fonction publique. Vous êtes peut-être dans un second temps concerné, mais ça peut aussi concerner certaines personnes. On parlait tout à l'heure de détection des pertes des talents qui voudraient rentrer dans un parcours particulier, spécifique de préparation des concours, et on va surtout dans ce cadre-là constituer un vivier national. On a cette ambition-là, on va démarrer petit, mais on va essayer de le faire progressivement. Un vivier national de personnes du coup qui ont ce potentiel, qui sont issues d'une diversité sociale, qui sont intéressés par les métiers du service public, qui ne sont pas complètement convaincus que ce soit pour eux. On va les accompagner en termes de tutorat, d'accès à des stages et en termes de rencontres dites inspirantes avec des personnes qui ont un parcours emblématique. Et donc là aussi, si c'est des choses qui vous intéressent, on est à votre disposition au sein de l'association pour échanger avec vous, qui êtes les professionnels peut-être les plus concernés dans certaines collectivités par ces questions. Je mets l'adresse mail de l'association dans le chat si ça vous intéresse. Et puis voilà pour notre échange.